Bonjour à tous, comme vous avez pu l'entendre précédemment, Alexandre Sauveau vient de nous confirmer l'importance d'aller vers la décarbonation et la transition écologique. Alors, sur ce sujet, tous les acteurs sont soit au rouge, soit au vert. En fait, ça dépend quelle partie du carrefour on se trouve. D'un côté, tout est rouge. La période Covid nous a montré la vulnérabilité des approvisionnements, la rigidité de nos supply chains, une génération montante qui montre la destruction de l'environnement, une perte d'attractivité des entreprises, des réglementations contraignantes, bref, rien ne va plus. Puis à 90 degrés de carrefour, tous les feux sont verts, une occasion rêvée de se repositionner, de trouver de nouveaux marchés, de repenser son design produit, son métier, en fait, de sortir de sa zone de confort. Alors pour cela, il va falloir se remettre en cause et l'industrie circulaire est l'une des solutions à explorer. Pour parler de cette circularité, je reçois trois invités. Roxane Perrault-Fournier, directrice du développement et des affaires publiques de l'entreprise Les Manufactures Février. Christophe Bachmann, directeur général de Noremat. Et puis Grégory Richat, associé chez OPO Conseil. Grégory, je commence par vous parce qu'en fait, OPO vient de sortir ou de publier une étude sur le sujet. Ça se nomme de mémoire Pivoter vers l'industrie circulaire. C'est un beau titre et c'est peut-être pas aussi simple qu'on le pense. Donc, on va essayer de voir quel modèle, comment y aller. Et avant, j'ai envie de poser une question un peu sur le diagnostic. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la quasi-totalité des entreprises en 2021 sont pas en fait sur un modèle de production linéaire? Et peut-être démarrer rapidement par une petite définition du modèle linéaire, si c'est le cas. Même si on le connaît, c'est peut-être bien d'avoir une définition. Oui, bonjour, merci. Oui, effectivement, alors quand on parle d'industrie linéaire ou de modèle linéaire, c'est en fait la quasi-totalité d'industrie actuelle. Enfin, après, il n'y a pas de chiffres, mais empiriquement, nous, on a accompagné des centaines d'industriels et on est à moins de 5% d'entreprises qui sont vraiment sur des modèles circulaires avancés, c'est-à-dire qui représentent plus de 15 ou 20% de leur chiffre d'affaires. Et quand on parle de modèle linéaire, on est sur un modèle où on vient extraire de la ressource, fabriquer, vendre et ensuite jeter avec le recyclage dont on parle beaucoup en fin de chaîne qui est là pour optimiser le modèle. Mais pour de nouveaux produits, on vient toujours réextraire de nouvelles matières, reproduire, etc. Donc, c'est un modèle qui est très consommateur en énergie et en ressources. Et le modèle linéaire, circulaire plutôt, à contrario, une définition. À contrario, le modèle circulaire, c'est un modèle qui, par définition, cherche à découpler la production de valeur au produit de la consommation de ressources. C'est-à-dire que pour produire un usage, par exemple, d'une machine à laver, plutôt que de racheter 2-3 machines à laver en 10 ans parce qu'elles tombent en panne, on va plutôt en avoir qu'une. Ou alors on va en récupérer une autre qui a été réparée, mais du coup, on vient récupérer de la matière pour refaire et réutiliser quelque chose, ce qui fait que pour une production de valeur donnée, on utilise moins de matière et on utilise moins d'énergie. Et c'est la seule façon qu'on a aujourd'hui de continuer à créer de la valeur dans un monde qui a des ressources finies et qui, voilà, sinon, on rencontre tous les problèmes que vous avez évoqués en introduction. Alors justement, à vous écouter, on voit un modèle circulaire, mais est-ce que dans les années 50-70, on n'était pas vers un modèle circulaire? En fait, est-ce que c'est pas le balancier qu'il faut rééquilibrer? Est-ce qu'on n'est pas passé d'un extrême à un autre quelque part? Alors, on n'était pas dans l'extrême du circulaire, maintenant on est dans l'extrême du linéaire, mais effectivement, dans les années 50-70, il y avait beaucoup plus de modèles qui étaient encore sur la circularité, c'est-à-dire qui allaient travailler sur un usage de la terre, par exemple, différent, c'est-à-dire qu'on pouvait être même plus productif avant d'un point de vue agricole qu'aujourd'hui. On pouvait produire, il y a une marque célèbre de chemises qui ressort, qui s'appelle les chemises qui durent. Donc, on était sur des chemises qui duraient plus longtemps, ou même dans les hôpitaux, on stérilisait, on lavait les masques jusque dans les années 60. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les recherches de productivité en termes de coûts et l'arrivée de nouvelles matières synthétiques beaucoup plus, entre guillemets, simples à produire et une consommation de masse, on a beaucoup simplifié les modèles industriels pour les globaliser. Et de fait, on est plutôt allé sur le jetable, comme les bics jetables, ou la prime à la casse, on va casser des voitures pour en acheter une neuve. Voilà, sur des modèles, on va favoriser cette consommation-là. Et le linéaire a pris une accélération très forte qui correspond aussi, quand on voit aux courbes exponentielles du CO2, des gaz à effet de serre et autres. Et pourquoi aller vers cette circularité? Quelles sont les raisons? Parce qu'en fait, on peut avoir des raisons environnementales, certes, mais enfin, à un moment, il y a une question de ROI, on dira. Oui. Donc, le ROI dans une fabrication, dans une production, c'est facile. Comment on trouve un ROI dans cette industrie circulaire, transformation écologique? Comment on le calcule?
Alors déjà, pourquoi y aller? Je pense que historiquement, ceux qui y vont sont les convaincus, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une prise de conscience environnementale avancée par rapport à aujourd'hui. Patagonia, par exemple, c'est un des premiers industriels à aller vers le circulaire, ça date des années 70. Par contre, ça a été mollo en fait en termes de nombre d'industriels qui s'y mettaient. Ceux qui s'y sont mis ensuite, et depuis 10-15 ans, c'est ceux qui ont déjà une énorme pression sur les ressources. Donc, on a des Saint-Gobain, par exemple, qui ont une pression sur les matières premières qui est très forte, qui a amené à faire de la circularité. Renault l'a fait aussi parce qu'avec la fluctuation des prix des matières premières, le fait de réutiliser de la matière localement en recyclant, ça permet de décorréler en fait, sa production et ses coûts de nouvelles types de matières premières. Donc, pourquoi y aller? Déjà pour la résilience et la vulnérabilité des supply chains. Aujourd'hui, il y a des chaînes de production qui sont coincées parce qu'il y a des puces électroniques qui manquent, quoi. Ou il y a un bateau dans le canal de Suez qui coince 12% de l'économie mondiale. On est plus à l'aise quand on est sur des économies plutôt locales qui viennent récupérer des matériaux pour reproduire des biens qu'autre chose. Et ceux qui vont aussi, au-delà de la résilience des supply chains en amont, c'est ceux qui vont chercher, et de l'environnement, c'est ceux qui vont chercher à innover dans les business models. Et donc, soit sous la pression de la demande, soit pour des raisons de compétitivité. Donc, les pneus Michelin, par exemple, aller vers une économie de la fonctionnalité, vendre des nombres d'atterrissage plutôt que des pneus. On est sur la circularité parce qu'on allonge les durées de vie des pneus, par exemple. Mais on a aussi toute la pression de la demande, comme pour le retail, ou les vêtements, les chaussures, où on vient, comme déjà, sur des matériaux durables, où on vient prendre des chaussures avec des produits recyclés, où on fait de l'économie de la fonctionnalité. Donc, on loue ses habits, par exemple, plutôt que les revendre. Donc, en fait, la pression de la demande pousse aussi à innover sur ces business models. Et la rentabilité, en fait, elle est au cœur de tout le débat, quoi. C'est-à-dire que pour pouvoir créer un business model circulaire, il faut qu'il soit rentable avec des modèles qui sont parfois plus complexes à mettre en œuvre qu'un modèle très linéaire où on vient sourcer très globalement, alors que là, il faut vraiment trouver des filières d'approvisionnement local, faire de l'éco-conception, ça appelle plus de main-d'œuvre. Du coup, il y a des coûts aussi de main-d'œuvre qui sont plus élevés. Et donc, c'est tout le jeu d'arriver à trouver la rentabilité pour ensuite essaimer ces business models-là pour en faire des nouveaux standards de consommation. Donc là, vous avez commencé à nous parler d'exemples. On va en voir après deux concrets, on va rentrer dans le détail. Mais dans votre étude, vous parlez aussi de modèles circulaires. De mémoire, il y en a 5 ou 6. Oui. Est-ce que vous pouvez les décrire rapidement? Oui, alors les 5 ou 6 modèles, on a étudié une vingtaine d'industriels de tout secteur, de toute taille, et en fait, on a cartographié 6 business models qui permettent de pivoter, comme une start-up qui pivote de modèle vers la circularité. Il y en a il y en a 5 qui sont sur l'augmentation des cycles d'utilisation de la matière et un qui est sur l'énergie. Sur l'augmentation des cycles de la matière, on a le premier qui est autour de la durabilité, c'est-à-dire que c'est des entreprises comme Veja, par exemple, qui vont travailler sur des matériaux, ou les Fairphone, par exemple, qui vont travailler sur la matière en disant, nous, on fait attention à la matière, on fait attention à la durabilité, au côté éthique, et on intègre ça dans notre marque. Et ça fait que aujourd'hui, on peut disrupter ça, parce qu'on peut disrupter des marques comme Adidas, parce qu'on a une Veja qui est faite différemment. On a 2 autres business models ensuite qui sont dans la phase d'utilisation d'augmenter la durée de vie des produits. Donc là, par exemple, il y a Seb qui fait de l'électroménager réparable pendant 10 ans. Donc, entre ça et acheter un grille-pain chinois qui va ne plus marcher au bout d'un an, je me pose quand même la question en magasin d'acheter un Seb qui va être réparable en 10 ans. Et on a tout ce qui est product as a service, où on a par exemple des entreprises qui font des produits où on va vendre une performance plutôt que de vendre le produit en lui-même. Donc là, il y a même dans les chaussures, il y a Bocage, Atelier Bocage, qui dit vous prenez un abonnement, vous avez le droit à 2 paires de chaussures sur une telle durée, et puis au bout d'un moment, vous avez le droit de changer de chaussures. Donc on vient plutôt acheter un usage, et ça augmente aussi la durée de vie des matières, on est sur la circularité. Ensuite, les 2 derniers sur les 5 qui sont plutôt sur la régénération de la matière et des produits, pour avoir Envie qui répare des machines à laver, par exemple, ou encore une autre entreprise qui fait des chaussures qui s'appelle Insoft, qui fait des chaussures Hector à base de bouteilles en plastique recyclé. Et donc là, on est sur des modèles où on vient prendre le déchet, pas tant pour bien le recycler, mais pour en faire des nouveaux produits et recréer des cycles d'utilisation, soit pour un composant qu'on récupère et qu'on réutilise pour sa fonctionnalité initiale, soit pour de nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, il y a, pour faire fonctionner toutes ces chaînes-là, on a quand même besoin d'énergie, on fait quand même du déchet. Et il y a tout un tas de business models qui sont autour de réduire l'empreinte énergétique, notamment environnementale, en faisant, par exemple, tout ce qui est énergie verte, ou Schneider qui vend plutôt un service de, nous, on vous vend, par exemple, d'atteindre les objectifs en termes de développement durable sur le climat à 20-30 ans en vous installant et en gérant nous-mêmes vos installations électriques. Oui, lorsque j'écoute vos modèles, en fait, je suis en train de me dire qu'on a peut-être beaucoup trop travaillé quelque part le cœur de la production dans une entreprise, parce que là, vous êtes vraiment en train de prendre
une vision de l'ensemble de la chaîne de valeur, en fait, plutôt que de travailler que sur une partie. Donc, on parlait d'efficacité énergétique à la fin. En fait, on a trouvé des logiciels d'efficacité énergétique. On n'a peut-être pas eu cette vision d'ensemble de la chaîne de valeur. C'est ça un peu le cercle vicieux dans lequel elles sont enfermées. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on reprend il y a 10 ans l'industrie française, on allait vers la désertification de l'industrie en France en gardant quelques groupes du CAC 40 qui faisaient un peu les fleurons. Mais ça, depuis 10 ans, il y a cette transformation-là pour retrouver des PME dans les territoires. Et ça a été un travail très centré sur les cœurs d'usine, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'on a mis du 4.0 pour regagner de la compétitivité. On a développé le volet environnemental sur le cœur d'usine. Et ça, on en a besoin parce qu'on avait une industrie qui était très en souffrance. Donc, si on enlève un peu le Covid, la PME a retrouvé de la couleur, l'industrie a retrouvé des couleurs en France. Et maintenant, on a besoin d'une deuxième vague de transformation. C'est la conviction qu'on a grâce à l'étude, et qui demande de refondre les chaînes de valeur aussi. C'est-à-dire de travailler différemment les approvisionnements, ce qui a été peu fait historiquement. Et on voit qu'avec le Covid, on est en plein dans ces fragilités-là et ça accélère les travaux de relocalisation et de se dire, moi j'ai un client qui fabrique des brouettes, il a 30% d'augmentation sur ses coûts de matière pour des brouettes. Donc, il ne peut pas les répercuter sur les grandes surfaces. Donc, en fait, alors que pour faire des brouettes, ce n'est pas très compliqué technologiquement, en anticipant, on pourrait développer des leviers de circularité pour récupérer d'autres brouettes, transformer des voitures en brouettes, faire plein d'autres types de leviers qui permettent de n'être pas être prisonnier de fournisseurs. Et on a besoin de transformer les business models parce qu'on a besoin d'être plus compétitif sur les business models parce que les offres low cost des pays en voie de développement deviennent des offres moyen de gamme comme en France. Et donc, la circularité permet, par l'économie de la fonctionnalité, l'augmentation de la durée de vie des produits et des matériaux beaucoup mieux sourcés, et en même temps proposer des produits seconde main, comme les machines à laver, on redevient compétitif sur un marché d'occasion et sur un marché du premier usage qui est beaucoup plus qualitatif. Donc oui, il y a une pression aujourd'hui qui s'accélère et qui font qu'on parle de plus en plus de circularité, que les industriels y vont de plus en plus. Est-ce que les pouvoirs publics ils poussent vers cette circularité? Et au niveau de l'Europe, est-ce qu'il y a un cadre qui a été défini? Parce qu'à écouter, des fois, les normes deviennent presque plus punitives qu'autre chose. Et des fois, on entend des industriels nous dire on va plutôt les produire pour telle et telle raison en Grande-Bretagne, qui aujourd'hui est sortie de l'Europe, parce qu'en fait, ça va être plus simple pour nous. Est-ce qu'il faut mettre des pénalités aux frontières? Quel est le rôle des pouvoirs publics là-dessus? Il est essentiel. En fait, si vous prenez les entreprises qui vont vers la circularité, elles vont dire qu'on est en avance en France et en Europe. Il y a eu la loi AGEC, par exemple, qui est pour éviter le gaspillage sur l'économie circulaire. Donc, on a les indices de réparabilité, par exemple, sur l'électroménager aujourd'hui, ce qui fait qu'un iPhone, on pense que c'est un bon design, alors que non, parce que c'est le moins réparable. Donc, on est capable progressivement de changer les usages, etc. Donc, il y a des choses, on est plutôt en avance en France et en Europe. Les entreprises qui pivotent vers la circularité aimeraient que ça aille plus loin, parce qu'il y a tout un tas de business models qui sont encore verrouillés. Par exemple, si vous réparez un produit, vous avez la même TVA qu'un produit neuf. Alors que réparer un produit, c'est de la main-d'œuvre locale. Donc, du coup, ça coûte cher parce que c'est des heures de réparation. Aujourd'hui, vous avez des appareils qui ne sont pas réparés, qui sont jetés, parce qu'il faudrait mettre 6 heures alors qu'on est rentable qu'à 4 heures. Donc, ce qui fait qu'en ayant une fiscalité, par exemple, adaptée, on pourrait employer plus de gens qui vont réparer et réparer encore plus. Donc, on serait bon pour l'environnement et pour l'emploi. Et pareil pour les taxes, la taxe carbone aux frontières, par exemple, de valoriser les externalités négatives qui font qu'on va plutôt reproduire localement. Donc, il y a des choses qui se font, ça pourrait aller plus loin. Et les entreprises qui sont très linéaires et qui vont avoir du mal à changer vont plutôt un peu freiner parce que, en tout cas, aujourd'hui, on est dans une phase de disruption réglementaire de plus en plus forte. On va passer du moteur thermique au moteur électrique, il y a l'arrêt du plastique à usage unique, les indices de réparabilité, et je pense que ça va s'accentuer. Et que du coup, anticiper avec de nouveaux business models et de nouvelles façons de considérer la matière, c'est ce qui va aussi permettre d'avoir des coups d'avance sur son marché et sur la réglementation. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui qui ont basculé dans le circulaire? On a un pourcentage? En fait, il y en a. Quand vous prenez, il y en a beaucoup qui basculent. Prenez Schneider, Michelin. Par exemple, c'est des entreprises qui. On est parti, mais je ne sais pas. On aura remis le balancier au milieu dans combien de temps? Pardon? On aura remis le balancier au centre. Moi, je pense que le balancier sera mis au centre moi, je pense dans les 10 ans. En fait, mais ça dépend. Il y a des secteurs qui iront plus vite que d'autres. Le BTP, le textile, ils vont déjà. L'ameublement aussi, il va déjà. Il y a d'autres secteurs qui iront plus lentement. Par contre, tout le monde ira parce que
la pression sur les ressources de matières premières, elle est énorme. Et la pression des consommateurs, elle va aller grandissante, surtout quand on voit l'actualité autour du climat, autour de ces sujets-là. Donc, demain, engager quelqu'un dans sa boîte sur des produits qui vont être jetables, où on ne parle pas de transition bas carbone, etc., pour ces usines, ça ne fonctionnera plus. Donc, pour moi, à 10 ans, l'ensemble des business models, il aura changé. Et pour un industriel, changer de business model pour dans 10 ans, au plus tard, ça veut dire commencer à s'y mettre maintenant, parce qu'on est sur des produits, on est sur des usines, on est sur des supply chains souvent qui sont globales, qu'il faut mettre en multilocal. Donc, voilà, Saint-Gobain, il pense à 30 ans, à 2030, pardon, et un Michelin, il pense pneus durables à 2040-2050, parce que c'est des échelles de transformation qui sont très conséquentes, mais par contre, ils s'y mettent maintenant. On va passer justement à deux exemples, deux entreprises qui elles, n'ont pas mis en 10 ans d'avance. Si je prends votre démarche en se disant dans 10 ans, on y sera, elles y sont déjà en grande partie. Roxane, je démarre avec vous. Vous êtes la première invitée, les manufactures février. Alors, en fait, vous avez démarré, si j'ai bien noté, avec Kenio sur les certificats d'économie d'énergie. Vous êtes l'un des leaders sur ce marché actuellement. Mais Pura vous a investi dans l'industrie. Il faut avouer que quand même assez gonflé. Vous avez investi dans des entreprises en difficulté pour leur donner en fait un petit coup de jeune. Est-ce que vous pouvez déjà en 2 mots présenter les manufactures février très rapidement, puis on rentrera après dans 3 ou 4 cas bien précis. Donc les manufactures février, c'est une entité en fait qui regroupe nos activités à la fois industrielles et énergétiques. Concernant les industries, ce sont aujourd'hui 4 entités, donc 4 usines. Une dans le domaine du revêtement de sol textile, donc plus communément appelé de la moquette, fabrique de dalles de moquette, et les 3 autres qui sont dans le domaine du bois, où on assure en fait l'intégralité de la transformation du bois post-découpe. Donc on déroule le bois pour aller jusqu'à la 3e transformation et donc créer du mobilier, notamment des chaises. En nombre de salariés, chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, c'est 300 millions en chiffre d'affaires. Il y a près de 500 collaborateurs à travers le monde, dont 200 qui sont vraiment présents physiquement au sein de nos industries françaises. Et on exporte nos produits dans une 60aine de pays. Alors, on va démarrer par la première usine que vous avez rachetée. C'est peut-être pas dans l'ordre, mais je crois de mémoire, c'est dans le bois. En fait, vous avez racheté une entreprise qui transforme les grumes, c'est ça, plutôt du peuplier ou du hêtre. Qu'est-ce que vous en faites? Quelle est un peu la démarche? Actuellement, en fait, effectivement, on va dérouler, on va appeler ce qu'on déroule du bois, parce que certaines essences de bois qui sont plutôt tendres, comme le peuplier, comme le hêtre, se déroulent, tandis que d'autres, un petit peu plus dures, se tranchent. Et donc, nous, en fait, tout simplement, on va dérouler du hêtre pour en faire des feuilles de bois. Donc, on appelle ça du plaquage. Et ensuite, ces feuilles de bois, donc ce plaquage, on en fait soit du contreplaqué, donc de diverses épaisseurs en fonction de son usage, notamment pour le secteur de la construction ou de l'agencement d'intérieur notamment. Et puis le reste de ces plaquages, eh bien, on va les envoyer vers 2 autres de nos entités qui, elles, vont faire du contreplaqué moulé, donc vont donner en fait une forme au bois en les intégrant dans un moule. Et on va en faire alors plein de choses. On en fait effectivement beaucoup de chaises, mais également des skateboards, des porte-manteaux, tout un tas de choses. Et quand on parle de circularité, justement, pour vous, c'est circulaire à 100%, c'est un arbre coupé, un arbre planté, 100% des déchets valorisés. C'est une démarche que vous avez dès le départ, c'est le cas ou pas encore? Alors, c'est une démarche qui est tout à fait nécessaire. Tout d'abord, concernant l'amont de l'activité, hein, donc quand on parle de circularité, effectivement, on parle beaucoup d'amont de l'activité, de la production et puis de l'aval de la production. Concernant effectivement l'amont de l'activité, ben, nous, il y a un élément essentiel, c'est vraiment le maintien de la ressource. Donc, un arbre coupé, c'est un arbre planté. Pour nous, c'est nécessaire parce qu'à l'échelle de l'usine, s'il n'y a plus de matières premières demain, alors nous, à notre échelle, c'est plutôt dans 12 ans, puisqu'on coupe les arbres à peu près entre 12 et 18 ans, eh bien, tout simplement, il n'y a plus d'activité. Et puis, à une échelle un petit peu plus globale, c'est vrai que sans plantation responsable, on va vers une déforestation, donc on va vers une perte d'activité économique, une baisse de l'emploi, mais aussi une importation de grumes, comme on a pu le voir, de pays asiatiques, où en fait, on va venir transporter des camions hantés de grumes on crée la plus-value ailleurs, quoi. Donc, pour nous, effectivement, tout ce qui est en amont de la production, c'est absolument nécessaire de préserver la ressource première, donc nos bois tout simplement. Et puis ensuite, sur la production elle-même, évidemment, il y a tout ce qui est valorisation des déchets. Donc là, effectivement, c'est la valorisation immédiate, notamment lorsqu'on va dérouler du bois ou lorsqu'on va couper et créer du plaquage, il va y avoir des chutes.
Donc, tout ce qui est bois non traité, effectivement, celui-là, on va le réutiliser pour en faire des copeaux, de la sciure. Au sein de nos industries, nous, on a aussi fait le choix d'arrêter en matière énergie tout ce qui était gaz et puis de se mettre intégralement sur de la biomasse. Donc, on s'auto-alimente énergétiquement au sein de nos usines. Et puis, c'est vrai aussi pour les déchets qui doivent être traités, parce que notamment, on va pour certains les peindre un petit peu ou créer un petit peu de vernis. Là, c'est d'aller chercher des matériaux et des peintures qui soient moins chimiques, donc notamment des peintures ou des vernis à l'eau, pour là aussi pouvoir les récupérer. Ça veut dire que le contreplaqué 100% français peut être compétitif. C'est de la souplesse que vous apportez à vos clients, enfin les arguments. Alors, non seulement il peut l'être, mais en plus, il doit l'être, en tout cas pour ce qui concerne la filière bois. En fait, si vous voulez, pour nous, sur la compétitivité de la filière, plus largement, comme toutes les industries, on l'a évoqué, on est dépendant de notre matière première, mais nous, notre matière première, c'est une ressource naturelle qui, si elle est bien gérée, ne peut pas s'éteindre. On n'est pas sur du puits de pétrole. Donc, on a vraiment une chance, si vous voulez, en France, c'est qu'on bénéficie d'un climat et finalement d'une géographie qui, dans certaines régions, sont vraiment très propices en fait à notre matière première. Et donc, il faut utiliser et valoriser ce qui naturellement pousse sur nos territoires. C'est vrai que certaines personnes passent dans d'autres continents des années à essayer de cultiver des ressources hors bassin d'origine. Nous, on a la chance d'être dans notre bassin d'origine. Et donc, évidemment, il est nécessaire de pouvoir préserver notre ressource première. Donc, nous, effectivement, c'est à la fois maintenir la ressource, parce que si on a la matière première, si on a les industries et si on a le maintien du savoir-faire, donc ça c'est aussi un autre élément très important, de fait on est compétitif. Après, la difficulté c'est que ces trois conditions, elles sont à la fois cumulatives et puis intrinsèquement liées, quoi. Donc nous c'est un petit peu notre combat de tous les jours. Alors justement, on va continuer dans le bois parce que vous avez repris une autre entreprise qui, elle, fabrique des chaises. C'est pareil, on pensait que 100% des chaises étaient soit chinoises, arrivaient en conteneur entier, finissaient des fois au fond des océans une fois que le conteneur était tombé. Et visiblement non, il y a des chaises circulaires qui sont fabriquées en France, c'est ça? Il faut se diversifier pour y arriver? Comment on fait? Il faut en tout cas penser autrement. Il faut prendre un petit peu le contre-pied de ce qui a toujours été fait depuis des années. Et effectivement, donc, pour les chaises comme pour le reste de l'ameublement ou d'autres produits en bois, il y a effectivement la prise en compte de l'avant-fabrication. Donc ça, on ne va pas y revenir, c'est tout ce qui est effectivement ressources. Et puis après, il y a l'après-fabrication, enfin l'après-production, si je puis dire. Donc déjà, nous, au sein de nos usines, chez Régnier, c'est vrai qu'on a décidé de mettre l'accent sur la valorisation de l'existant. Parce que pour nous, c'est aussi ça la circularité. C'est de ne pas toujours recréer, mais de faire plus ou mieux avec moins. Et nous, c'est vrai qu'on a eu une chance chez Régnier, vous l'avez dit, on a repris cette industrie, on a hérité avec le temps d'à peu près, alors ça peut paraître idiot, mais de 500 moules qui nous servent aujourd'hui à créer du mobilier. Et donc, qui dit moule, dit forme, dit courbe. Et donc, le bois, même s'il est très malléable, il a aussi des contraintes de sa spécificité. Nous, on a plus de 500 stocks, on a plus de 500 moules, en stock, ce qui nous permet d'aller chercher à peu près 500 angles divers dans le bois. Donc, ce qui se passait auparavant, c'est vrai pour notre usine, mais c'est vrai, j'imagine, pour l'ensemble des usines qui ont la même activité que la nôtre, c'est que, si vous voulez, on était simplement prestataire de service. Donc, nos clients venaient nous donner un plan à dessin et puis il fallait fabriquer le moule identique au dessin pour en sortir la pièce. Aujourd'hui, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va prendre la solution, on va prendre le problème à l'envers pour créer une solution qui soit plus cohérente et plus circulaire. C'est qu'aujourd'hui, quand nos interlocuteurs, nos clients viennent, donc des designers, des architectes, ils viennent avec un plan. On ne va pas prendre le plan à la lettre et créer un moule et une pièce sur mesure. On va regarder dans le stock de ce qui est existant, quel est le moule qui va se rapprocher le plus de l'angle nécessaire à la nouvelle fabrication. Parce que voilà, c'est ça aussi, c'est utiliser ce qui est existant pour ne pas toujours avoir besoin de recréer. Et puis après, évidemment, c'est la recherche aussi de tout ce qui est intrinsèque au produit. Donc, c'est d'aller chercher des piétements qui soient fabriqués en France quand ils sont en métal, parce que nous, par exemple, on ne fabrique pas de métal. Donc voilà, c'est d'aller chercher toute une circularité en amont du produit, pour le produit, et puis ensuite réinventer aussi éventuellement des business models qui permettent, et ça, je crois que Grégory, vous l'avez évoqué, mais c'est de dire effectivement, jusqu'à présent, on vendait un produit. Demain, on peut aussi vendre un service. Et donc, vous l'avez évoqué, Grégory, avec des chaussures, c'est pareil avec des chaises. On peut vendre une chaise et un service qui va avec la chaise et qui va permettre de réutiliser cette chaise.
Ça veut dire que jusqu'à maintenant, si j'ai bonne mémoire, vous fabriquez des chaises pour les écoles, par exemple, donc on imagine tout de suite les quantités importantes sur des cantines ou autres. Ça veut dire que demain, à l'inverse, moi, je veux aménager une maison, j'ai besoin d'une dizaine de chaises. Avec mon architecte, on les dessine sur votre site. On pourrait presque aller jusqu'au bout. Et je me fais fabriquer une chaise 100% française à partir des moules qui existent. Absolument. D'ailleurs, je vous invite à le faire puisque nous avons d'ores et déjà ce service. Donc, tout à fait, c'est vrai que jusqu'à présent, on allait vraiment plutôt vers les grandes cadences et donc on fabriquait des chaises de manière très industrielle pour des grosses quantités et puis finalement en réinventant aussi de manière circulaire le business model, on se dit qu'en fabriquant davantage de chaises sur une forme cohérente, donc sur un même moule, mais en lui donnant différentes options, alors davantage esthétiques, on va pouvoir changer la couleur, on va pouvoir changer les piétements, mais en gardant toujours cette même forme, qui rend des quantités industrielles intéressantes, on va pouvoir effectivement aller chercher directement la vente au particulier. Donc, ce qu'on fait, où le particulier pourra effectivement choisir une forme, y adjoindre un piétement et puis choisir la couleur de son choix. Ok, donc il faut changer de business model. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure, on va sortir du bois, enfin la façon de parler, et on ira sur un autre sujet qui est la moquette, vous l'avez dit. Christophe Bachmann, je passe à vous. Vous, on peut dire que vous avez bien choisi votre entreprise. Noremat, nouvelle rentabilité du matériel. Vous avez déjà prévu il y a 40 ans quelques évolutions. Vous, alors, très rapidement, pour vous cerner, c'est vous qui nous bloquez de temps en temps la route avec des camions qui sont en train de couper l'herbe sur les millions de kilomètres qui bordent une route. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà Noremat à quelques chiffres? Noremat, aujourd'hui, c'est 300 personnes, c'est 40 années de croissance consécutive, c'est 500 machines environ de fabriquées. Nous sommes présents chez 5000 clients et nos machines doivent entretenir 60-70% des routes françaises. Et puis, nous sommes présents aussi dans 40 pays dans le monde. Pour échanger ensemble, moi j'ai noté 3 parties avec vous. Il y a les machines, il y a la tonte et puis les nouveaux usages. On va démarrer par les machines, parce que les machines, on les voit, elles nous paraissent évidentes. Et vous, si j'ai bien compris, vous faites une sorte de revamping de vos machines, c'est ça? Oui, effectivement, pour nous, la rentabilité se passe à plusieurs niveaux et il faut avoir une approche complexe aujourd'hui et globale. Donc, nous ne sommes pas constructeurs d'acier. Donc, depuis des années, on a fait le choix d'allonger la durée de vie des machines. Et devant la difficulté, je dirais même de trouver du personnel pour en faire la maintenance, on s'est lancé un nouveau challenge, c'est de les reconstruire en faisant de l'inclusion avec la structure en vie dont M. Richat parlait tout à l'heure. La preuve qui en est une machine à laver, c'est comme une débroussailleuse. Il suffit d'amener les compétences et l'accompagnement nécessaire. Et aujourd'hui, on vise 20% de notre parc qui sera de la machine reconstruite. Alors, reconstruite à partir de machines qu'on a complètement éclatées. On a stocké les pièces à droite à gauche. C'est pas l'occasion, c'est clairement une machine neuve, mais avec des éléments qui sont anciens, retestés. C'est du remanufacturing plutôt d'ailleurs. Remanufacturing, nouveau numéro de série, garantie, mise en route, comme une neuve. Donc, circularité dans la machine. Et puis, j'ai noté que dans la tonte aussi, vous voulez mettre un peu de circularité. En fait, vous voulez changer un peu les méthodes de tonte, vous voulez ramasser l'herbe maintenant, c'est ça? Alors, au niveau de la rentabilité, il y a la machine, moi, elle coûte cher, c'est mieux, mais il y a aussi le chantier. Et donc, dans le coût de chantier aujourd'hui, on essaie de le réduire en valorisant l'herbe des bords des routes pour des unités de méthanisation ou pour du compostage. Mais au-delà de ça, l'enjeu, c'est de changer de modèle économique, effectivement, de revoir complètement le mode d'usage. J'ai entendu parler d'externalités négatives, mais il y a aussi des externalités positives à changer les process. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'accompagner nos clients collectivités dans leurs enjeux de territoire énergie positive ou autres, de réduction de leur empreinte carbone, mais aussi de lutte contre l'ambroisie, les plantes invasives, de réduction du risque incendie. C'est toute la politique d'accompagnement du territoire qui doit se faire directement ou indirectement avec les clients dans une vision durable. Ce n'est pas uniquement recyclage de matière, c'est vraiment
l'optimisation globale du chantier pour réduire les impacts de dommages au long de la durée de vie. On peut rentabiliser ce ramassage de l'herbe? Mais oui. Mais oui. Alors, aujourd'hui, on sacrifie des terres alimentaires, on sacrifie des hectares de maïs pour utiliser, pour alimenter des méthaniseurs. Un modèle qui ne nous convient pas du tout. Il y a plus d'1 million de kilomètres de routes en France qui correspondent à la surface des parcs régionaux français. Ça en fait de la matière à valoriser. Et en plus, si vous la laissez au bord de la route, elle coûte à la collectivité. Donc, simplement, l'enjeu pour nous, c'est de faire travailler ou faire coopérer les différents acteurs du territoire que sont le privé, la collectivité, le monde agricole, par exemple, pour l'unité de méthanisation. Chacun a des comptes analytiques à respecter. Ils sont souvent pertinents, mais souvent au détriment de l'autre. Et l'enjeu, c'est de revoir global pour nous. Justement, on parlait du balancier tout à l'heure, peut-être trop dans un sens. À vous écouter, on a un peu l'impression que c'est presque l'humain qui a disparu, c'est les acteurs qui ne se parlent plus. Vous parliez d'accompagner les collectivités. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des échanges qui se font plus? On a cloisonné? On a complètement cloisonné. Et toute la phase de décentralisation, que je ne critique pas, mais j'en fais un constat, et là, créé de multitudes de silos qui ne se parlent pas, qui sont efficients dans leurs silos. Et simplement, des fois, ça génère des non-sens au niveau de la gestion d'un territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut remonter d'un cran en accompagnant les territoires sur une gestion intelligente des accotements routiers. Faire de ce qui est perçu une contrainte une opportunité. Une opportunité de ramener de la biodiversité, une opportunité de ramener du tourisme, d'avoir de la sécurité routière, de lutter contre les plantes invasives, de produire des énergies vertes, de produire du bois, parce que les linéaires d'arbres en bord de route, il y en a, et ils ne sont absolument pas gérés, alors que s'il y avait une gestion prévisionnelle de ces ressources, je pense que ça deviendrait une source de revenus pour les collectivités. Ça veut dire que la gestion, en fait, elle est pas assez étudiée sur la durée, j'allais dire. C'est-à-dire que si on fait rien pendant 2-3 ans, on se dit c'est pas grave, mais en fait, c'est l'inverse qui se produit. En fait, il y a une chaîne qui se crée. Voilà. Alors aujourd'hui, avec l'IA, la data, on a moyen d'établir des modèles prédictifs de croissance de la végétation. On a moyen d'établir des données prédictives de ramassage de l'herbe au meilleur moment pour avoir le meilleur taux de méthanisation. Je pourrais même vous dire combien de tonnes vous aurez l'année prochaine et faire une bourse à la biomasse, par exemple. On a moyen de simuler à 5 ans le fait que s'il n'y a pas de gestion du tout, vous allez devoir refaire la route parce que l'arbre que vous avez laissé pousser, il a poussé la chaussée, donc ça génère un coût pour la collectivité. Aujourd'hui, on travaille sur un prévisionnel à 10 ans des différents modes de fauchage. Qu'est-ce qui se passe si je fauche? Pas. Si je fauche à l'ancienne et si je fauche bien au bon moment et si je valorise la biomasse. Et avec un peu de chance, on arrive à faire un partage des bénéfices à 3 ou 4. C'est pas beau? Parce que c'est ça aussi l'économie circulaire. C'est pouvoir faire bénéficier les différents acteurs du territoire des bénéfices. C'est fini le B2B. C'est fini. Donc c'est l'industrie 4.0, mais sur le fauchage. Élargi au territoire. Et est-ce qu'on pourrait, si je poursuis votre démarche, vous avez parlé d'ambroisie, je sais qu'il y a un certain nombre de choses, les renouées d'Asie, enfin il y a plein de choses que vous fauchez. Est-ce qu'on pourrait faire du fauchage différencié si on va jusqu'au bout? Vous l'avez, oui, c'est ça. Ça sera un fauchage différencié, là où il faut, comme il faut, quand il faut, pour le territoire qu'il faut. Saint-Trope n'a pas les mêmes besoins que Strasbourg. Brest n'a pas la même herbe que Lyon. Et les besoins en ressources ne sont pas les mêmes. La tonne de compost dans les Vosges, elle est à 8. Dans la Marne, elle est à 50. Il y a des régions qui n'ont pas besoin de biogaz. Donc, c'est l'adéquation des ressources, des besoins d'un territoire. Et après, on travaille ensemble sur les process qui permettent d'être au mieux sur un territoire. Et je dis au mieux
en ressources matières, énergétiques et humaines. Est-ce que ça veut dire que là, vous changez un petit peu le business model des collectivités? Est-ce que ça veut dire que le vôtre est impacté aussi? C'est-à-dire que demain, vous allez peut-être plus, on va plus vous acheter un service qu'une machine. Est-ce que l'évolution, vous la faites aussi de votre côté? Pas grave. Pas grave, on ne sort plus de minerais en Lorraine. Nous, on est vendeurs de solutions. Noremat, nouvelle rentabilité du matériel. Mais ça n'a jamais voulu dire qu'on le vendait. On loue de plus en plus. On change de process. Et c'est à nous de contribuer à avoir des territoires efficients. Et ça fait plaisir de voir ce type d'échange aujourd'hui parce que je pense qu'il y a encore pas mal de synergies à développer. Alors, en préparant un petit peu ce rendez-vous, vous me disiez que la France était presque un des leaders dans le domaine. J'avoue que je n'avais pas spécialement pensé, en raison d'un climat tempéré, des fossés, etc. En fait, vous avez une compétence dans votre métier qui vous donne presque des ailes pour l'export, non? Oui, normalement, la France devrait être une vitrine en relation avec des territoires pour faire les bonnes expérimentations. Ça peut être un très bon point d'appui. Mais on apprend tous les jours quand on est au contact du client et des territoires. Et l'intégration de ces contraintes nous font innover. Ce n'est que ça. En fait, le développement durable, c'est une formidable piste d'innovation. À partir du moment où on l'a fait pour le bien collectif, excusez-moi, mais avec un minimum de bon sens, c'est très agréable et ça aide aussi à recruter parce que ça donne des valeurs. Et en fait, on veut juste être bien sur des territoires qui vont bien. Écoutez, vous avez parlé de trompe-l'œil d'innovation. Roxane, je reviens vers vous parce que on va parler moquette. Bon, après le bois, vous avez repris une entreprise bien connue quand même, Sommer, qui était un des fabricants dans les années 70, le roi de la moquette. Hein. Enfin, tout le monde en a entendu parler. Puis qui a été délaissé d'ailleurs au profit un peu du bois et du parquet. Hein. C'est peut-être un peu votre faute de l'autre côté d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y avait un lien, mais c'est le bois qui avait pris un peu la place. Et on revient à la moquette. C'est pas très circulaire la moquette. Je sais pas. Il faut inventer la moquette de demain. Pourquoi est-ce qu'on vit de moquette? Détrompez-vous, ça devient très circulaire la moquette. Alors déjà de manière intrinsèque au produit, mais aussi sur les manières de le vendre. Donc déjà sur la moquette, si vous voulez, en tant que telle, on va passer outre tous les avantages en fait en matière d'environnement d'air qu'elle apporte dans une pièce, à défaut de ce qu'on a pu entendre les 10-15 dernières années qui ont fait effectivement qu'on est revenu à des sols plutôt durs plutôt qu'à des sols textiles. Mais ça, c'est un autre débat. Concernant effectivement le produit intrinsèque, déjà, si vous voulez, à l'époque, la moquette était composée de fils tissés qui étaient collés finalement sur une sous-couche. Alors cette sous-couche en Europe, elle était plutôt faite de bitume. Nous, on avait choisi de le faire en PVC parce que c'est pas forcément plus environnemental, mais ça permettait une certaine recyclabilité. Et puis ça permettait d'autres avantages de durabilité, de stabilité dimensionnelle. Bref, aujourd'hui, donc non seulement les fils ont changé, puisque nous, dans nos produits, ce sont des fils qui sont à 100% issus, alors c'est un mal pour un bien, hein, mais issus des filets de pêche qu'on retrouve malheureusement en masse dans les océans. Donc, ce sont néanmoins de la récupération de filets de pêche recyclés. Et concernant effectivement le backing, on a travaillé et on l'a sorti cette année, un backing qui soit fait intégralement de fibres recyclées. Donc, on est déjà un produit qui intrinsèquement est bien plus circulaire que ce qu'il pouvait être avant, puisqu'aujourd'hui, il est recyclé et recyclable à l'infini. Alors après, la question se pose de pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt. Alors, nous, c'est vrai que ce backing, ça fait à peu près 7 ans qu'on a repris. Alors, c'était une des usines Sommer qui s'appelle aujourd'hui Texom, hein, parce que Sommer, c'était la famille qui a créé plusieurs entités. On ne reviendra pas sur le passé, mais nous, on a repris une industrie qui, effectivement, est à Sedan et qui s'appelle Texom, pour Technique Sommer. Et aujourd'hui, nous, ça fait 1 an maintenant qu'on a mis au point ce backing spécifique et qu'il est commercialisé pour une raison simple, c'est que la circularité, elle est nécessaire, mais pour nous, industriels, ou du moins entreprises du secteur privé, il faut aussi qu'elle soit rentable, parce que sinon, ça reste une belle utopie. Et donc, certains matériaux, bien que non écologiques, présentaient jusqu'à présent des aspects qui les rendaient incontournables.
Nous, pour notre backing, par exemple, tant qu'on n'obtenait pas la même stabilité dimensionnelle, la même résistance au feu, enfin bref, les mêmes éléments habituels dont nos clients avaient besoin et à des prix similaires, eh bien, nos clients finaux n'en auraient pas voulu. Donc, il faut pas perdre de vue ça qu'effectivement, l'économie circulaire, c'est absolument nécessaire, mais ça prend un petit peu de temps parce que notre finalité, néanmoins, c'est de vendre, parce que sans vente, on n'a pas de liquidités qui sont nécessaires à l'innovation et donc à de nouvelles méthodes. Donc, effectivement, nous, notre responsabilité en matière circulaire, elle a été faite sur le produit de manière intrinsèque, parce que là, j'imagine que comme chaque entreprise, on essaye tous les jours d'aller chercher, d'aller enjoindre de l'économie circulaire et donc d'aller chercher des matériaux qui sont fabriqués au plus près de nos usines et qui soient le plus recyclables possible. Mais c'est également, et je l'ai entendu auparavant, sur des nouvelles méthodes de vente. Jusqu'à présent, on vendait un produit. Aujourd'hui, on vend également un service, et notamment sur la moquette. Et ça, je dois dire que c'est révolutionnaire. J'ose dire qu'on est les premiers. Je vais maintenir que nous sommes les premiers. Aujourd'hui, nous, on fait de la location de moquettes. Et donc, notamment, vous voyez, il y a beaucoup de salons, de foires qui, jusqu'à présent, achetaient des rouleaux de moquettes, alors des mètres carrés de rouleaux de moquettes provenant généralement d'Asie, pour ne pas citer un seul pays, et qui étaient à la fin du salon jetés en vrac dans des poubelles, même pas généralement triées. Et donc, nous, aujourd'hui, on propose effectivement un service qui est de dire à la place de ces rouleaux, allons mettre ces dalles de moquette qui qualitativement ont une bien meilleure résistance, une meilleure durabilité, qui esthétiquement sont bien plus intéressantes aussi. À la fin du salon, on les récupère, on les stocke. C'est un service qu'on propose aussi aux manifestations, enfin aux manifestants. Et ensuite, au prochain salon, eh bien, on vient les réutiliser. Alors effectivement, c'est un changement de modèle. C'est, si je puis dire, un peu plus cher au départ à l'investissement, mais c'est quelque chose qui se lisse sur plusieurs années et puis qui n'entre pas non plus dans les mêmes colonnes du bilan. Donc, c'est finalement quelque chose qui est généralement très intéressant. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à faire il y a 3 ans déjà, pour je ne sais pas si on a le droit de citer des noms, donc j'en citerai pas, mais pour un très gros salon qui a lieu en Suisse, où en une nuit, on déposait et on reposait comme ça 30 000 mètres carrés de moquettes. Ils les ont depuis 4 ans, ils en sont très satisfaits. Alors, le Covid a fait que le salon n'a pas été maintenu l'année dernière, mais on a bon espoir pour 2021. Oh, écoutez, on note pour Global Industries 360, on va mettre ça dans une petite case quand même et transmettre. Aujourd'hui, toutes vos moquettes, elles sont 100% circulaires, 100% verts, j'allais dire. Ça y est, c'est fait ou il reste encore quelques pourcents? Non, alors j'aimerais vous dire que oui, mais ce serait vous mentir. Il reste encore évidemment des développements qui sont en cours. Alors, c'est 100% circulaire sur l'approvisionnement. On essaye de chercher au mieux et au plus proche. Donc aujourd'hui, tous les matériaux, les fils, d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, viennent d'Italie. Et concernant le backing, donc ça y est, on a passé le cap du tout vert et du tout recyclé. En revanche, effectivement, il reste un élément, c'est cette colle qui vient entre le backing et les fibres, qui aujourd'hui n'est pas 100% recyclée. Donc on y travaille. Et puis j'espère que ce sera notre prouesse et notre annonce pour notre prochain rendez-vous. Oui, et puis quand je vous écoute, en fait, on a l'impression que pour arriver un petit peu dans vos démarches à tous les deux, il faut pivoter, il faut imaginer le monde de demain. Est-ce que justement sur Sommer, ils sont pas enfermés dans leur zone de confort, je dirais, comme Kodak a pu s'enfermer dans la photo argentique, il n'a pas vu le digital arriver. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il faut un jour rebattre les cartes. Alors, il l'était, ça c'est certain. Alors, je mettrais juste un point de détail. Nous, c'est vraiment Texom, c'est pas Sommer, parce que je tiens à le préciser, parce que c'est encore des industries hors France qui ne nous appartiennent pas du tout. Mais en tout cas, pour Texom, si, et c'est une des raisons pour lesquelles, alors finalement, heureusement, mais malheureusement à l'époque, nombreuses industries françaises ont fait faillite parce qu'elles sont restées sur des acquis. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est effectivement nécessaire de se transformer. Alors, je ne sais pas si c'est inventer le monde de demain, mais en tout cas, c'est certain, c'est s'y adapter. Et c'est vrai qu'au-delà d'une démarche RSE qu'aujourd'hui, du moins je l'espère, tous les groupes, nous, c'est vraiment quelque chose dont nous sommes convaincus parce qu'on le vit via nos différentes activités. Vous l'avez évoqué en introduction, on est aussi très présent, et c'est même notre premier métier dans la rénovation énergétique, on est convaincus du fait qu'in fine, tout est lié. Et on ne peut pas décorréler les secteurs industriels, environnementaux, sociétaux, économiques. Et aujourd'hui, et je rejoins tout à fait ce que disait M. Barman, c'est qu'aujourd'hui, tout est fait en silo.
Et alors, c'est peut-être tout à fait naïf, mais au sein de notre groupe, on a en tout cas vraiment bon espoir qu'un jour, par plus de connaissances, de sensibilisation, que ce soit dans le domaine du bois et de la déforestation, au contraire de la nécessité de plantation, ou dans les domaines industrie, tous secteurs confondus, on arrête vraiment d'opposer progrès, environnement, automatisation, maintien de l'emploi, industrie, déforestation, et de se rendre compte que vraiment, en fait, il y a un gagnant-gagnant à ce que tout secteur fonctionne ensemble. Grégory, je me tourne vers vous. Vous êtes heureux là? Vous avez entendu 2 PME magnifique. circulaires quand même. On est d'accord? Écoutez, moi, oui, bien sûr. C'est à partir du moment où on sort du cœur d'usine et qu'on vient travailler la ressource en amont et innover sur les business models, travailler en écosystème, en décloisonnement, les secteurs, les clients. Enfin, la circularité, c'est ça. Et c'est innover pour ces modèles-là. Et effectivement, je ne sais pas s'il y a une entreprise qui est 100% circulaire. Je pense que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Par contre, voilà, est-ce qu'on bascule à plus de 30, 40, 50% un peu d'activité qui est centrée sur la circularité ou pas? Et là, clairement, c'est exactement ce type de modèle-là qui sont encore peu… moi, pour moi, vous êtes plutôt de la famille des pionniers. Si on regarde les industriels, il y en a beaucoup de pragmatiques qui vont faire de la réduction de consommation énergétique dans l'usine, trieur à déchets, etc., mais qui ne vont pas changer leur business model et qui vont sourcer à peu près pareil. Ça, c'est la majorité des entreprises. Et en fait, il y a de plus en plus de pionniers comme Roxane et Christophe qui proposent d'autres modèles, mais voilà, par les business models, par le sourcing, par un travail de longue haleine d'innovation dans tous les sens du terme et qui gagne en fait la question, c'est voilà, comment on arrive en France à investir plus et à mieux montrer ce type de business model-là. Je suis un peu provoque, mais mettre moins de centaines de millions d'euros dans des startups de la tech qui vont faire des plateformes type Airbnb, mais plus investir sur des modèles industriels qui sont plus positifs et favoriser l'émergence de ces modèles-là, quoi. On parlait tout à l'heure du cœur d'usine. En fait, on avait beaucoup travaillé sur le cœur de l'usine, en fait, rendre l'entreprise industrie 4.0, mais plutôt sur la partie production. On n'avait peut-être pas une vision assez large. En fait, est-ce qu'on peut être circulaire si on n'a pas fait quand même ce travail de base? Je pose la question à tous les trois parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même l'avoir déjà digitalisé de façon importante. On parlait dans le fauchage d'IA, etc. Donc, est-ce que ça ne vient pas après, quelque part, si on n'a pas digitalisé son entreprise, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller vers la circularité, on n'y arrivera pas, quoi. Je ne sais pas qui veut répondre en premier là-dessus. Je me permets, mais c'est juste du bon sens. Il faut juste voir global. Après, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus que le dollar ou l'euro qui parle. Et donc, tout ce bon sens, on vous oblige à le transformer en euros, même sur des échelles de temps qui sont très différentes. Mais ce n'est que ça. Malheureusement, on est obligé de digitaliser pour faire des modèles et pour prouver aux décideurs, aux financiers, aux politiques, que ce qu'on dit, c'est rentable. Mais nos grands-parents, ils ne jetaient pas à l'époque. Hein. Ils avaient du bon sens et ils discutaient avec le voisin. Je suis désolé. Là, ça crée de nouveaux business. Voire complexe, communiquer complexe, ça va être de nouveaux savoir-faire. Et pour répondre à votre question, oui, on va être obligé d'y passer, mais c'est bien dommage, si ce n'est parce que ce n'est que du bon sens à la base. Roxane, sur ce lien digitalisation et puis le bon sens, mais ça, je pense que tous les trois, vous en êtes pourvus. Absolument, mais je ne peux qu'acquiescer à ce qu'on dit, à ce que vous avez dit, Monsieur Wajman. Et effectivement, la digitalisation, pour nous, c'est un des axes de transformation, mais ça doit faire partie d'un tout cohérent. Et nous, si on avait une demande en tant qu'industriel, c'est surtout de bénéficier d'un petit peu de pérennité, parce qu'on vit dans des pays où, c'est une chance aussi, où tout peut aller très vite, mais où on a des changements de loi, où on agit un petit peu dans le moment, dans l'instant T. Et là, on se rend bien compte, alors c'est malheureux, mais avec la crise de Covid, on se rend compte que finalement, il faut dégager des silos pour créer des cohérences communes. Ces cohérences, elles existent aussi quand tout va bien, en fait. Et ce serait même plus intelligent de le faire quand tout va bien que en situation de crise. Et nous, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est un petit peu effectivement de pérennité, parce que si
on l'a dit, je crois, au début, c'est vous qui le disiez, Guy, en introduction, une usine pour créer sa transformation, pour une transformation dans 10 ans, c'est maintenant. 10 ans, pour moi, c'est du très court terme, finalement. Et donc, effectivement, c'est de se dire où est-ce que je peux, où est-ce qu'on m'accompagne à aller pour dans 10 ans arriver à un stade certain, et surtout de ne pas changer les règles du jeu, de me permettre, en fait, finalement, d'investir aujourd'hui pour un avenir qui est à peu près certain, ou du moins, je puisse savoir où je dois aller. Parce qu'aujourd'hui, notamment dans tout ce qui est approvisionnement, nous, en tant qu'industriels, on serait ravis de pouvoir participer à une industrialisation encore plus forte, notamment maintenir certaines ressources en France, de faire en sorte d'avoir des industries qui soient plus vertes ici. Mais pour investir dans les industries qui sont prospères demain, on a besoin aussi d'avoir un petit peu de pérennité, voilà, pour savoir où on va. On n'a pas si cette visibilité, en fait. C'est une visibilité que vous n'avez pas, mais de la part des pouvoirs publics, de la part de quoi Mais je crois que c'est assez général. On vit dans un monde où, alors qu'il y a aussi tous ses avantages, un monde de progrès, mais où effectivement, on vit quand même beaucoup dans l'instant. Et on le voit, alors là, c'est vrai avec le plan de relance, qui est quand même une force fantastique, une aide fabuleuse pour nos industries. Mais j'ai envie de dire, c'est presque dommage d'attendre cette crise sanitaire qui tombe sur une crise économique et sociale pour finalement développer des petites choses qui créent un petit peu de cohérence, qui dynamisent un petit peu, parce que c'est des choses qu'on pourrait faire, qui auraient pu être faites il y a quelques temps. Elles sont faites et c'est une bonne chose, mais voilà, continuons de prospérer et d'avoir un petit peu de volonté de pérennisation et de mise en commun. Voilà, moi je suis favorable, j'ai entendu, il faut couper des silos, absolument. Travaillons pour plus de cohérence vers des modèles gagnant-gagnant, ça fonctionnera. Alors, on va retenir de votre côté les silos qu'il va falloir couper. Juste chacun, Grégory, en un mot, votre conseil demain pour les entreprises qui y réfléchissent. Écoutez, moi je pense que en un mot, c'est vraiment innover sur les chaînes de valeur. C'est sortir du cœur d'usine et penser son écosystème, les nouveaux business models, travailler sa ressource différemment pour passer multilocal sur des business models de services et de territoire. Ça, pour moi, ça me paraît la marche à suivre très, très saine et positive, quoi. Et gagnant-gagnant. Et gagnant pour l'environnement aussi. Enfin, voilà, c'est gagnant dans tous les sens. Ouais. Allez, Christophe, dernier mot. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant-gagnant. Emmener toutes les parties prenantes. C'est fini le B2B. Donc, je crois au partage de richesse. L'IA, aujourd'hui, la data nous le permet. Donc, ne le voyons pas que comme une contrainte. Et si ça ramène du bénéfice à nos collaborateurs ou aux usagers, ils donneront de la data aussi. Écoutez, merci en tout cas à tous les trois. Vous nous avez donné envie de réfléchir. On a appris des modèles pour y arriver, des aides qui existent. Je rappelle votre bouquin, Pivoter vers l'industrie circulaire, si j'ai bonne mémoire. Oui. Et puis deux exemples bien terrain, dans la tonte et puis dans les chaises et la moquette. Merci à tous les trois. Je vous invite maintenant à nous suivre pour la visite d'une entreprise qui s'appelle Grain d'Orge et qui travaille dans la sous-traitance et dans le traitement de surface des bouchons de bouteilles de parfum. Merci à vous.